Bonsoir à tous. Écoutez, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Alors, on est encore dans une période de vœux. Alors, pour ceux à qui on n'a pas souhaité une très bonne année, on vous souhaite évidemment une très très bonne année 2023, pleine de culture. Et ça commence aussi ce soir. Alors, bienvenue au premier entretien d'ici 2023 dans le cadre de notre cycle En dehors des idées reçues. Comme vous le savez, cette année, les conférences ont vocation à vous emmener à contre-courant de la norme, afin de découvrir des disciplines, des personnalités ou des domaines dans un nouvel éclairage. Après un regard neuf sur l'œuvre de Charles Dickens, nous avons enchaîné sur une autre approche, l'éducation avec les méthodes Montessori. Vaste sujet. Oui. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau regard sur la psychologie en s'appuyant sur la pensée et l'œuvre de Carl Gustav Jung, moins connu que Sigmund Freud, mais on verra effectivement qu'on va découvrir quelques petites surprises ou quelques petites pépites. Philippe Treski, vous êtes maître de conférences en psychologie clinique à l'Université de Paris-Cité, à l'Institut de psychologie de Boulogne-Billancourt, donc un voisin. Vos thématiques de recherche et d'enseignement sont tournées autour des dispositifs thérapeutiques de groupe, de couple et de famille. Vous avez développé en parallèle une activité clinique depuis 2010 en cabinet et en institution. Vous allez nous proposer une présentation critique de l'œuvre de ce célèbre psychiatre et son influence dans le développement de diverses disciplines comme la psychologie, la sociologie, la littérature et les arts. Vous reviendrez également sur les débats qu'il a pu avoir avec ses contemporains pour tenter de montrer leurs impasses, mais aussi comment certaines questions restent très actuelles, notamment les liens entre psychologie individuelle et psychologie collective. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que la prochaine conférence se tiendra le jeudi 16 février, ici même, en compagnie de Raphaël Gaillard, normalien, psychiatre, expert judiciaire, qui reviendra sur les liens entre folie et créativité. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à toutes une agréable et enrichissante soirée, au nom effectivement d'André Santini, de Fabienne Liazé, maire adjoint à la culture, de Corinne Sampé, qui est aussi à la culture, et de nous tous. Très bonne soirée à vous tous et je vous cède la parole. Très bien. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de ce cycle de conférences ainsi qu'à la mairie d'ici les Moulineaux de m'avoir invité et convié à discuter et échanger sur cet auteur, Carl Gustav Jung, qui occupe une place assez particulière à la fois dans le champ de la psychanalyse et dans le champ aussi du développement de la psychologie. Alors, en fait, Carl Gustav Jung est un psychiatre, un intellectuel qui s'est intéressé à des domaines extrêmement divers. Forcément la psychiatrie et la psychologie, mais également à la question de la religion, à la question de l'art, à la philosophie, entre autres choses. Et ses recherches dans ces différentes sphères ont en retour eu un impact et ouvert plusieurs champs d'investigation qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il connaît actuellement un certain retour dans des articles de magazines et plus spécifiquement dans tout le champ de la psychologie et du développement personnel. Et c'est dans cette perspective que je vais aussi présenter cet auteur en proposant un regard critique sur son travail, en posant quelques questions comme ça sur déjà un peu qui il était, comment est-ce qu'on peut comprendre son œuvre, quelle place il occupe aussi dans l'histoire de la discipline de la psychanalyse et dans l'histoire de la psychologie. Je reviendrai aussi sur quelques notions qui sont connues, qui sont rentrées un peu dans le langage courant, par exemple l'inconscient collectif ou ce genre de notions. Et enfin, j'émettrai quelques critiques peut-être aussi par rapport à ce qu'il a pu apporter. Alors, premier élément un peu contextuel. Donc, Carl Gustav Jung est un psychiatre qui est né le 26 juillet 1875 à Kesmil et qui est mort le 6 juin 1961 à Küsnacht dans le canton de Zurich en Suisse. Alors, il me semble qu'une bonne façon d'appréhender son travail et le développement de son œuvre,
c'est de s'attarder déjà dans un premier temps sur quelques éléments biographiques et plus spécifiquement ses origines en fait. Il a une double, on pourrait dire double filiation qu'il évoque lui-même en fait dans son autobiographie pour expliquer le développement de son œuvre. Alors par son père, il est issu en fait d'une famille de médecins. Son grand-père, qui s'appelait comme lui Carl Gustav Jung, était un chirurgien extrêmement connu qui était assez précurseur dans les idées notamment par rapport à la psychothérapie. Et son père, qui était pasteur, travaillera dans les hôpitaux. Et il y a une espèce de mythe familial comme ça qui est dans sa famille et que Carl Gustav Jung a pour lui-même, qui est qu'il est le fils, un des descendants illégitimes de Goethe. Bon, c'est un espèce de mythe familial assez important, assez narcissique comme ça, mais qui existe dans sa famille et qui est présent aussi pour Jung, qui l'évoque dans son autobiographie. Du côté de sa mère, on est beaucoup plus sur une famille religieuse et on pourrait presque même dire mystique. C'est-à-dire que sa mère était très fan, elle s'intéressait énormément à l'occultisme et pratiquait même des séances de spiritisme chez elle. Et le jeune Jung sera baigné aussi dans cette ambiance-là. Et donc ces deux éléments sont importants parce qu'il y a à la fois dans son œuvre une partie qui est très rationnelle du côté de la médecine et une dimension beaucoup plus mystique qui viennent en fait se télescoper dans ses écrits. Donc on retrouve ces deux éléments présents, ce qui va donner d'ailleurs quelques critiques et on va le voir par la suite, quelques tensions et dissensions avec les personnes qu'il va rencontrer tout au long de sa vie. Alors, il est décrit comme un enfant assez introverti, assez solitaire. Alors, il y a peut-être donc des traits de caractère, mais il y a aussi un contexte. Donc son père, je le disais, travaillait à l'hôpital en tant qu'aumônier. Donc le Jung voit très très tôt beaucoup de corps dans les hôpitaux, et également sa mère qui est très dépressive, et donc qui délaisse énormément Jung, et donc il se plonge dans la lecture, il nourrit énormément son imagination, et c'est au moment de l'adolescence qu'il va commencer à s'intéresser au domaine de la philosophie et de la médecine, vraiment à s'intéresser à ces questions-là, à la psychiatrie. Et donc c'est dans ce contexte-là, à la fin de son adolescence, qu'il va décider assez naturellement de se tourner vers la médecine et en s'inscrivant à l'université à Bâle. Alors, ce qui est assez intéressant, on retrouve ce télescopage entre ces deux dimensions, y compris dans ses études. C'est-à-dire que dans ses études de psychiatrie, il va bien entendu s'intéresser à la question de la nosographie psychiatrique, mais il va également continuer à s'intéresser aux phénomènes un peu mystiques, à la parapsychologie. Et sa thèse, par exemple, de fin d'études, je donne le titre parce qu'elle est révélatrice déjà, « Psychologie et pathologie des phénomènes occultes, un cas de somnambulisme chez une fille d'origine pauvre soutenue en 1902 ». En fait, c'est une étude de cas d'une femme médium à l'époque. Et donc, en fait, il a une thèse qui est un petit peu à côté, un peu en dehors du champ classique de la psychiatrie, puisqu'il s'intéresse, et il va s'intéresser tout au long de son œuvre à tout un tas de phénomènes comme ça qu'on pourrait appeler parapsychologiques, la télépathie, ce genre de choses, qui sont, à l'époque, forcément, assez délaissés dans le champ de la médecine et de la psychiatrie. Donc on voit déjà, vous voyez, les premières prémices d'une pensée, d'un positionnement qui est un petit peu à la marge des courants et des grands courants de la médecine et de la psychiatrie de l'époque. Alors, juste ensuite, il va commencer une pratique donc, au début du XXe siècle, et il va partir à Zurich, qui est vraiment un lieu d'avant-garde dans le domaine de la psychiatrie. Et il va poursuivre ses recherches auprès d'un psychiatre qui s'appelle Eugène Bleuler, qui est un éminent psychiatre. Peut-être que vous le connaissez, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous ne le connaissez pas. Mais vous devez connaître des termes qu'il a introduits dans la psychiatrie qui sont rentrés aussi dans le langage courant, qui sont le terme de schizophrénie et d'autisme.
Donc la schizophrénie, qui est une des formes de la psychose, et donc l'autisme, qu'il a introduit dans le langage psychiatrique à l'époque, et donc qui était un psychiatre extrêmement reconnu, et avec lequel Jung va commencer à travailler. Et donc, toujours avec cet intérêt assez important sur la question des médiums et de la cryptomnésie. Pardon, excusez-moi. Alors, la cryptomnésie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des souvenirs cachés. Aujourd'hui, on parlerait de biais cognitifs ou de biais mémoriels. Je ne sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé. C'est des situations où vous pensez avoir eu une idée. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu avant vous. Et donc, du coup, vous pensez que c'est vous qui l'avez créé. Ça arrive beaucoup en musique, par exemple, ce genre de choses. Vous avez des personnes comme ça qui pensent avoir créé quelque chose, et en fait c'est quelque chose qu'ils ont déjà entendu ou déjà lu, et donc du coup qu'ils pensent avoir créé d'eux-mêmes. Alors juste je vais faire une petite aparté aussi sur quelque chose qui me paraît important, c'est que pour bien comprendre aussi la place que Jung va prendre dans le domaine de la psychiatrie de l'époque, il y a un contexte justement médical qu'il faut reprendre du coup. Il y a deux courants dans la psychiatrie, on pourrait dire, qui continuent de s'affronter même actuellement, mais qui à l'époque sont extrêmement importants, qui s'affrontent entre, on va dire, un premier courant plutôt biologique, anatomo-clinique, on pourrait dire, qui s'appelait comme ça à l'époque, et un deuxième courant davantage psychothérapeutique, clinique, psychologique, c'est-à-dire un courant qui attribue l'étiologie, c'est-à-dire l'origine des troubles psychologiques à des problèmes biologiques, neurologiques par exemple, et un deuxième courant qui est davantage sur une approche plus psychologique, c'est-à-dire qui n'aurait pas d'origine somatique. Et donc c'est un débat qui forcément existe toujours aujourd'hui entre les tenants d'une psychiatrie très pharmaceutique, par exemple, et des courants plus psychothérapeutiques, avec tout le développement des psychothérapies qui s'est énormément développé depuis cette époque, bien entendu. Mais je pointe ça parce qu'à l'époque, il y avait une pathologie pour laquelle ça prenait un sens particulier, c'était l'hystérie. Et il y a eu énormément de débats animés à l'époque autour de cette question de l'hystérie, parce que les crises hystériques, pendant de très très nombreuses années, ont fait penser aux médecins qu'il s'agissait en fait de l'épilepsie. C'est une espèce de forme d'épilepsie avec les crises d'hystérie, et donc qu'elle était d'origine neurologique. Voilà. Et le scientifique qui incarne le mieux l'évolution de cette position, c'est aussi là un neurologue qui est très connu, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui s'appelle Jean-Martin Charcot, qui a travaillé à la Salpêtrière. Il y a même un service à la Salpêtrière, qui en fait était donc un neurologue, et qui, au début de son travail justement sur l'hystérie, avait une vision extrêmement organiciste et neurologique de la névrose hystérique. Il décrit plein de formes d'hystérie protéiformes, et il appelle ça la grande attaque hystérique à l'époque. Et en fait, pendant des années et des années, il va essayer de chercher une cause neurologique en faisant plein de découpes de corps de patientes hystériques décédées. Et en fait, il s'avère que cette piste-là n'est pas validée. Et en fait, il abandonne cette idée-là pour prendre une position justement plus sur une origine psychologique. Et en fait, il va utiliser une vieille technique qui est encore aujourd'hui utilisée, je ne sais pas si qui est l'hypnose. Il va commencer à utiliser l'hypnose pour commencer à soigner ces patientes. Alors j'ai mis là un tableau qui est sans doute un des tableaux, qui est le tableau le plus connu qui représente Charcot, qui était ses cours à la Salpêtrière, qui sont en fait des cours qu'il a donnés pendant des années et des années, auxquels des psychiatres et des médecins extrêmement connus, dont Freud a participé, et donc qui étaient en fait des présentations de patientes. Ça se fait plus du tout forcément aujourd'hui, ça, pour des raisons éthiques évidentes, mais vous aviez comme ça donc un parterre de médecins qui assistaient à la présentation de patientes qu'ils mettaient dans des états hypnotiques pour recréer en fait les crises hystériques, ce qui pose là aussi des questions éthiques aujourd'hui, bien évidemment, mais bon, à l'époque ça se passait pas de la même façon, quoi.
Donc, il va utiliser la suggestion hypnotique pour recréer ces crises-là. Et bon, il y a eu un film peut-être que vous l'avez vu avec Vincent Lindon, qui s'appelle Augustine, qui était la patiente la plus connue de Charcot, qui avait 15 ans au moment où il l'a prise en charge. Alors, ce petit détour historique, je le fais pour bien comprendre où va se situer Jung dans ce contexte de l'époque. En fait, il est résolument du côté plutôt de la psychologie, de la psychothérapie, et il considère qu'il va falloir développer, qu'il faut développer des méthodes psychologiques pour soigner un certain nombre de pathologies, notamment tout le champ à l'époque de ce qu'on appelle la névrose, c'est-à-dire les névroses hystériques, bien entendu, mais aussi ce qu'on appelle les névroses obsessionnelles, enfin, ce qui aujourd'hui est sous le nom de TOC, par exemple. Enfin, voilà. Il développe, il travaille là-dessus, et il va mettre en place une méthode qui s'appelle la méthode d'association de mots, où en fait, il va donner des mots aux patientes, leur demandant de donner des mots, et se rendre compte qu'il y a des réactions plus importantes dès qu'il s'agit de mots qui sont en lien avec des événements ou des souvenirs douloureux ou traumatiques. Voilà. Alors, et c'est à cette époque qu'il va commencer à introduire le terme de complexe, qui désigne des éléments psychiques à forte charge affective. Et donc, ça va vraiment rejoindre les travaux que Freud avait commencé un petit peu avant cette époque-là sur la question du refoulement. Et il y a cette idée qui peut paraître aujourd'hui, qui est rentrée dans l'inconscient collectif ou dans l'idée un petit peu collective autour justement de l'origine des troubles, que les patientes, notamment qui souffraient d'hystérie, avaient vécu des événements traumatiques, et donc qu'il y avait des phénomènes de refoulement psychologique pour justement écarter ces souvenirs traumatiques. Donc mettre hors du champ de la conscience ce qui est douloureux. Alors peut-être pour vous illustrer ça, je vais vous donner un exemple clinique que j'ai moi vécu dans mon cabinet. C'est un patient d'une 60aine d'années qui vient me voir pour des problèmes d'alcoolisme, en fait. Juste au moment du passage à la retraite, il vient me consulter parce qu'il sombre en fait dans l'alcoolisme, et au cours de la thérapie, il va me raconter un épisode qui vient complètement illustrer là ce qu'on est en train d'évoquer sur justement la question des souvenirs traumatiques. En fait, c'est un patient qui a subi entre l'âge de 6 et 8 ans des abus sexuels de la part de membres de sa famille. Et il me raconte notamment que lors dans les premiers entretiens, que quelques années auparavant nos rencontres, il se trouve dans sa voiture, sur le périphérique, et en fait il écoute la radio, il y a une émission qui parle de l'inceste et de la pédophilie. Et à ce moment-là, hop, le souvenir de ce qu'il avait pendant toute sa vie refoulé ressurgit à ce moment-là. Bon, après, je ne vais pas vous faire tout le déroulé de la psychothérapie, mais c'était un peu pour illustrer ça, ce qui aujourd'hui peut paraître assez évident, mais qui à l'époque était complètement nouveau en fait. Et donc pendant toute cette période-là, de 1902 à 1904, il va partir aussi à Paris, où il reçoit des enseignements d'autres psychologues. Alors il y en a deux qui sont importants, c'est Pierre Janet, qui est aussi un psychiatre extrêmement connu, et Alfred Binet, que peut-être là aussi vous ne connaissez pas, mais je pense que vous devez connaître pour les raisons pour lesquelles il est connu. C'est que c'est vraiment l'inventeur de ce qu'on appelle la psychométrie aujourd'hui, et notamment le fameux test de QI. Ce qu'on fait passer aux enfants, enfin voilà, qui est aujourd'hui complètement aussi utilisé dans plein de domaines, en entreprise aussi, enfin bref. Et donc ici, c'est dans ces circonstances-là donc qu'il va rencontrer ces psychologues et ces psychiatres. Alors, et donc à cette période-là, il y a une rencontre qui va être absolument décisive dans le développement de son travail, c'est la rencontre avec Freud et la psychanalyse. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'époque, déjà, avant même que Jung commence à travailler, Freud est déjà plus âgé que lui, hein, il a une vingtaine d'années de plus que Jung. Il a déjà commencé à publier ses théories, et notamment, ce qui va être décisif dans le travail de Jung, c'est la lecture d'un ouvrage qui est extrêmement connu, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, qui est L'interprétation des rêves de Freud, qui est paru en 1900. Alors, c'est
c'est un ouvrage qui est fondateur et fondamental parce qu'en fait, il va contenir vraiment des hypothèses qui vont révolutionner le domaine de la psychologie et de la psychiatrie à l'époque. Alors, c'est un ouvrage qui est assez intéressant parce qu'au début, il est très très confidentiel. En fait, ça se vend à quelques centaines d'exemplaires. Et en fait, au fur et à mesure des années, ça va devenir Le Monde, à un moment donné, avait fait des numéros spéciaux sur les 20 ouvrages qui ont marqué le XXe siècle. Il faisait partie de ces 20 ouvrages avec Adam Smith. Pas le XXe siècle, mais les 20 grands ouvrages du XVIIIe au XXe siècle, je pense. Et donc, c'est un élément absolument central qui va influencer, pas d'ailleurs que le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, mais aussi d'autres domaines. Par exemple, les surréalistes avec André Breton vont être très intéressés par ce travail-là. Le philosophe, par exemple, Bergson, va aussi porter un grand intérêt à la lecture de cet ouvrage. Et en gros, sans rentrer trop dans les détails de l'interprétation des rêves, en fait, il y a plusieurs idées révolutionnaires. La première que Freud propose et qui intéresse énormément Jung, c'est cette idée que le rêve est la voie royale d'accès à l'inconscient. Ça, c'est une phrase qui est extrêmement connue dans l'interprétation des rêves. Et l'autre élément central, c'est que pour Freud, l'analyse des rêves de ses patients va amener à poser en fait les bases d'une théorie du fonctionnement psychique, avec notamment l'introduction de ce fameux terme d'inconscient, sur lequel on va revenir un peu plus tard, pour décrire en fait le fonctionnement psychique des individus. Et donc c'est à partir de ces théories-là que Freud va proposer aussi une façon de soigner aussi les patients, bien entendu, parce que c'est avec ça qu'il va commencer à soigner des patients hystériques. Avec cette idée donc, que ce n'est pas une lésion neurologique et que son idée à Freud à la base, c'est que l'hystérie est due en général, au début en tout cas, après il évolue sur cette question-là, mais que l'hystérie est due en fait à des traumatismes précoces, sexuels notamment, et qui vont être refoulés et qui vont avoir du coup des effets sur le développement psychologique des individus. Et notamment à travers les symptômes de conversion dans l'hystérie. Alors les symptômes de conversion, c'est quoi? C'est des symptômes qui sont en fait des symptômes physiques et qui sont la conversion de conflits psychologiques. Alors je vais vous donner un exemple très très simple de symptômes de conversion normale. C'est dans les films américains, à chaque fois, quand il y a des policiers qui découvrent des cadavres, ils vomissent par exemple. En fait, ça c'est un petit symptôme de conversion, mais il y en a plein d'autres, c'est-à-dire en fait on a un espèce de dégoût psychologique qui vient se traduire sur le corps. Donc ça, c'est des petits symptômes de conversion classiques qu'on peut retrouver. Et donc, Jung va s'intéresser de plus en plus aux travaux de Freud, et il va commencer à y avoir un échange extrêmement intense entre Jung et Freud, de 1904-1906 à 1914. Donc il y a presque une dizaine d'années comme ça, où il va y avoir une collaboration très importante entre les deux hommes, avec quelque chose d'assez courageux pour le coup de la part de Jung, Freud n'était pas forcément très bien vu à l'époque dans les milieux psychiatriques, et donc il se fait beaucoup critiquer pour se rapprocher notamment de Freud. Et donc voilà, il y a eu, pour vous dire l'intensité de leurs échanges, entre 1906 et 1914, il y a eu plus de 360 lettres échangées entre eux. Ils s'écrivaient toutes les semaines sur des situations cliniques, enfin voilà quoi. Et donc c'est à cette époque-là que Jung va vraiment adhérer à la psychanalyse et au mouvement psychanalytique, et va devenir en fait une figure majeure de ce mouvement-là. Et Freud va avoir une relation presque filiative avec Jung. Hein. Il le considérait presque comme, c'était un terme qu'il a utilisé, comme son fils héritier. Et donc l'écart d'âge en fait faisant aussi qu'il y avait une espèce de relation comme ça extrêmement intense entre eux à cette période. Donc c'est un moment aussi extrêmement intense dans le développement de la psychanalyse, au début du XXe siècle, avec énormément de conférences à travers l'Europe et même aux États-Unis. Il y a vraiment
ce voyage qui est assez connu à la Clark University, où Jung participera, et donc dans lequel les psychanalystes vont proposer leurs hypothèses dans l'université, et donc il va commencer à y avoir un rayonnement de plus en plus important à l'international par rapport justement à la psychanalyse. Alors, en même temps, à partir de cette époque, à partir des années 1910, il va commencer à y avoir un certain nombre de débats, de conflits, comme ça arrive assez souvent dans tous les mouvements d'idées d'ailleurs. Hein. C'est toujours comme ça, ça finit par s'engueuler au bout d'un moment. Il y a eu du coup un certain nombre de débats entre Freud et Jung qui vont peu à peu les éloigner et amener même à une rupture en 1914. Alors, juste, on y reviendra un petit peu par la suite, mais pour dire un petit peu la teneur de ces débats, c'est que Jung est toujours très très intéressé par tous ces phénomènes occultes, de parapsychologie, et Freud commence à avoir des critiques de plus en plus sévères sur ce côté un peu mystique de Jung, et sur certaines interprétations que Jung fait. Enfin, pour vous donner un exemple, il y a un moment donné, ils sont en train de discuter de ces phénomènes-là parapsychologiques, et il y a un bruit dans la bibliothèque de Freud, et Jung lui dit ça va recommencer, on est en train de parler de ce phénomène-là, ça va recommencer. Et en fait, Freud il considère que c'est une espèce de pensée magique, que c'est pas du tout rationnel, et donc il va y avoir comme ça de plus en plus un éloignement entre les deux hommes, et puis en plus des problématiques autour de patients, parce que peut-être que vous avez vu aussi ce film de Cronenberg qui s'appelle Dangerous Method, et dans lequel Jung en fait va avoir une liaison avec une de ses patientes, et donc voilà, qui va poser aussi un certain nombre de questions forcément éthiques, voilà. Donc il va y avoir vraiment, à partir de 1914, on pourrait dire, une vraie rupture entre les deux hommes. Et donc, Jung va se retrouver très isolé, parce que comme il s'était intéressé à la psychanalyse, il s'était éloigné de ses collègues qui étaient psychiatres, et puis en s'éloignant du coup de la psychanalyse, en fait, il se retrouve un peu tout seul pendant toute une période. Et il va y avoir donc en fait, pendant plusieurs années, de 1914 à 1920 environ, presque une espèce de je ne sais pas si on pourrait parler de dépression aujourd'hui, mais de moments comme ça de flottement pour Jung, où il est assez isolé, et il va avoir comme ça une période presque très mystique, dans laquelle il va écrire des livres, là aussi peut-être que vous en avez entendu parler, notamment des fragments de ce qu'aujourd'hui on appelle le livre rouge. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà lu. Voilà, c'est des livres qui sont quasiment... Enfin, c'est mystique, enfin, c'est pas du tout rationnel. Voilà. Et donc, il va y avoir cette période de flottement, et peu à peu, Jung va recommencer à travailler, va assumer une espèce de rupture avec la psychanalyse, et va développer ce qu'il va appeler la psychologie analytique. Bon. C'est assez proche, vous voyez, en termes de la psychanalyse, en termes étymologiques quand même. Et donc, il va commencer à développer cette psychologie analytique, avec un certain nombre d'idées sur lesquelles on va revenir, en travaillant justement sur des ouvrages, là, pour le coup, beaucoup plus scientifiques, d'une certaine façon. Et donc, même dans sa pratique au quotidien auprès de ses patients, il va introduire de nouvelles techniques. Enfin, Freud, c'est vraiment le divan, la psychanalyse avec l'association libre. Et là, on est sur autre chose. Et donc, il va commencer à travailler sur un certain nombre d'éléments. Alors, là aussi, je pense que vous avez des choses, il a introduit des termes qui sont rentrer dans le langage courant, notamment les termes, il va commencer à travailler sur les types de personnalités. Et c'est à lui qu'on doit notamment l'introduction du terme extraverti et introverti dans les caractères. Enfin, il y a un ouvrage comme ça qui s'appelle « Les types psychologiques », et ce qui sont utilisés par exemple aujourd'hui en entreprise, ou enfin voilà, c'est vraiment un des héritiers, un des premiers à avoir commencé à travailler sur ce genre d'architecture ou de profil psychologique. En fait, il en dénomme 8. Vous voyez, par exemple, dans le champ aujourd'hui de l'entreprise,
Il y a toujours ça aussi, les leaders, enfin voilà. Et c'est lui qui est le premier à avoir insisté beaucoup et à avoir développé des travaux sur ces questions-là. Voilà. Alors, il y a aussi, c'est toujours intéressant de voir un peu les questions du mimétisme chez Jung par rapport à Freud. Il y a quelque chose qui est à la fois contre lui et en même temps sur lequel il essaye de suivre un peu ses pas, je trouve à certains moments. C'est-à-dire qu'à partir, donc il va développer comme ça sa propre technique thérapeutique, et plus en avançant dans son travail, il va aussi commencer à s'intéresser à la question de la société, c'est-à-dire en fait de l'impact de la société, du groupe, j'allais dire, sur les individus. Et donc, il va entreprendre au milieu des années 1920 une série de voyages, à la fois aux États-Unis, dans des tribus indiennes, et en Afrique, pour recueillir en fait du matériel presque ethnologique sur la question des mythes. En fait, ce qui l'intéressait énormément à cette époque, c'est de savoir si finalement tous les mythes humains, quelles que soient les sociétés, avaient des convergences, avaient des points de convergence entre eux, et que en fait il y avait juste quelques variations et que c'était toujours les mêmes choses qui revenaient, quels que soient les mythes, quels que soient les lieux culturels, et que la différence culturelle n'expliquait pas en fait ça, et qu'il y avait vraiment des mythes communs. Alors je vous dis que c'est intéressant aussi parce que cette question du rapport entre le champ social et l'individu, la construction de l'individu, c'est une question qui avait également été soulevée par Freud dès les années 1910, avec cette question justement de comment on pouvait appréhender le fonctionnement social à partir justement des connaissances qu'on avait dans le champ de la psychanalyse, quoi. Donc il y a vraiment des éléments là-dessus, et en fait tout ce travail qu'il va le faire anthropologique, et avec tout ce recueil de matériaux qu'il va avoir sur ses voyages, vont l'amener à enrichir une notion sur laquelle il a commencé à travailler, sur laquelle on va revenir un peu plus tard, cette notion d'inconscient collectif, voilà, qui est rentrée là aussi dans le langage commun. Alors, la notion d'inconscient existe à part entière. Lui, il s'intéresse vraiment à cette notion d'inconscient collectif, à travers justement l'étude des mythes. Est-ce qu'il y a finalement des choses qui existent de façon inconsciente chez les individus, en dehors de leur, en dehors de leur histoire propre, j'allais dire. Et donc c'est là-dessus qu'il va travailler là, pendant les années 30. Bon, je ne vais pas revenir sur la fin de sa vie, même s'il y aurait des choses sur lesquelles qui seraient intéressantes à évoquer, notamment la question de qu'est-ce qui va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, ou sur la façon dont il va resynthétiser ses travaux à la fin de la vie. On va pas avoir le temps. Je vais du coup commencer à parler justement de quelques concepts qu'il a introduits, en montrant à la fois en quoi ils peuvent être intéressants et en même temps aussi leurs limites, d'une certaine façon. Alors, j'ai oublié de... Voilà. Alors, je vais revenir à présent sur deux notions qui sont sans doute les plus connues dans l'œuvre de Jung, pour illustrer sa pensée et aussi ouvrir une espèce de discussion critique. Alors, je vous parlais de l'inconscient collectif, et le deuxième terme qu'on évoquera un peu plus tard, c'est celui de synchronicité. Voilà. Alors, ce qu'il faut reconnaître à Jung, c'est que une de ses qualités, c'était que c'était un auteur extrêmement doué et avec énormément d'imagination, une grande créativité, et qui pointait un certain nombre de problèmes qui n'étaient à son époque pas encore formulés. Mais bon, on va voir que ça pose un certain nombre de questions, ce qu'il évoque, mais cette notion d'inconscient collectif, elle a au moins l'avantage de poser un problème qui est... quel est le lien entre l'individu et le collectif, du coup. Donc, ce terme d'inconscient collectif, en fait, il s'appuie déjà sur les travaux de Freud, encore une fois, sur la notion d'inconscient. Alors, je vais faire aussi là un petit détour sur cette notion d'inconscient, qui est là aussi complètement rentrée dans le langage courant aujourd'hui. On parle même les neurologues parlent de ça, d'inconscient cérébral. Enfin voilà, il y a toute cette notion est complètement rentrée dans le langage courant.
mais donc il s'appuie donc sur les travaux de Freud sur l'inconscient. Et en fait, cette notion d'inconscient, c'est une hypothèse centrale et assez révolutionnaire au XXe siècle, car jusqu'à présent, en fait, la psychologie s'intéressait beaucoup plus au phénomène conscient, c'est-à-dire à la question du jugement, de l'attention, ce genre de choses. Et en fait, Freud, en reprenant et en réactualisant ce concept philosophique, il va montrer à la fois comment l'inconscient se forme, qu'est-ce qui forme l'inconscient, c'est quoi sa logique propre, et quel impact il va avoir sur le fonctionnement psychique des individus. En fait, l'idée et l'hypothèse par rapport à l'inconscient, c'est de dire il y a toute une partie de notre personnalité qui nous gouverne sans qu'on en ait conscience et qui gouverne nos comportements, nos réactions. Pour vous donner quelques exemples sur lesquels Freud va travailler à l'époque, c'est toutes les manifestations de l'inconscient, comme par exemple les rêves, les lapsus, les actes manqués, enfin tout ça, ce sont des manifestations de l'inconscient. C'est-à-dire ça traduit quelque chose auquel on n'a pas accès comme ça, mais qui traduit nos désirs inconscients. Et je pourrais également, je vous parlais tout à l'heure des traumatismes, on pourrait également reprendre cette question des traumatismes, ça veut dire, ça aussi c'est quelque chose qui est complètement démontré aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ont subi des traumatismes infantiles importants vont avoir tendance, par exemple, à reproduire un certain nombre de traumatismes. Je ne sais pas, par exemple, des gens qui ont subi des abus sexuels vont malheureusement avoir plutôt tendance à se mettre en couple avec des gens qui vont les maltraiter, enfin ce genre de choses. Et donc il y a des comportements comme ça ou des traumatismes infantiles qui vont avoir tendance à se répéter. Donc c'est toute cette question de l'inconscient qui vient se poser. Et donc, pour Freud, l'inconscient se caractérise avant tout par le fait qu'il naît du refoulement et des pulsions. Lui, il est vraiment sur cette idée d'un inconscient plutôt individuel. Et donc, pour Jung, et c'est plus tard, enfin, voilà, au début, il adhère complètement à cette idée d'inconscient, il va le reprendre, mais pour lui, elle est trop restrictive, cette notion-là. Et pour lui, l'inconscient, finalement, ça constitue tout ce qui n'est pas conscient, ce qui va poser un certain nombre de questions. Et c'est dans cette perspective-là qu'il va proposer cette fameuse notion d'inconscient collectif. Hop, voilà. Et donc, c'est une notion que Freud va récuser. Et donc, ça désigne pour lui, je vous donne la définition, les fonctionnements humains liés à l'imaginaire commun ou partagé, quelles que soient les époques et les lieux, et qui influencent et conditionnent les représentations individuelles et collectives. Donc, il y a vraiment, vous le voyez dans le schéma, il y a vraiment cette idée chez Jung qu'il y a des choses qui sont transmises de génération en génération et qui constituent une espèce d'inconscient collectif. Alors, c'est une notion qui est intéressante parce que là aussi, on a bien évolué depuis et il y a des recherches très actuelles qui se sont faites sur la question de la transmission et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le transgénérationnel ou l'intergénérationnel. Je pense que vous en avez entendu parler. Et effectivement, il est montré aujourd'hui qu'il y a tout un tas de choses qui sont transmises d'une génération à une autre de façon inconsciente, notamment par exemple les traumatismes. Les traumatismes de guerre, les recherches montrent aujourd'hui que chez des personnes qui ont vécu, par exemple chez les descendants de la Shoah, vous avez une proportion plus importante de personnes qui ont une possibilité de développer des psychoses. Vous voyez, ce genre d'événements comme ça, traumatiques, qui vont avoir des impacts sur la deuxième, voire troisième génération, et qui en fait passent par des phénomènes d'identification. Sauf que, alors, Jung a une conception beaucoup plus, je veux dire, religieuse et assez mystique de cette question-là. Il donne cette notion collective, ou on pourrait dire transpersonnelle, de la psyché inconsciente. Et notamment, il va introduire une notion, là aussi, qui est dans le langage courant, qui est cette notion d'archétype. C'est-à-dire, en fait, il y a un certain nombre comme ça d'archétypes dans les rêves ou dans les mythes qui reviennent systématiquement et qui sont héritiers, selon lui, de l'histoire de l'humanité.
Alors, c'est une notion intéressante, mais qui pose de vraies questions sur le plan effectivement scientifique. Elle est intéressante car elle ouvre la voie à une psychologie des groupes, avec la question des effets du groupe sur le sujet. Le problème de cette notion d'inconscient collectif est qu'elle est transcendantale pour Jung. C'est d'ailleurs la critique que Freud émettra concernant cette notion. Et comme souvent chez Jung, ces concepts viennent souvent mettre le doigt sur une question, et là je l'évoquais, la question justement transgénérationnelle. Voilà, bon, je vais pas revenir là-dessus. Si peut-être pour l'illustrer encore cette question transgénérationnelle, vraiment il y a des éléments aujourd'hui qui ont montré que, par exemple, chez des parents qui ont vécu des guerres, il y a un certain nombre de mécanismes de défense, notamment par rapport à la question de l'expression de ces émotions, qui vont être bloqués, et donc qui ne peuvent pas se traduire pour les personnes des générations suivantes, et donc du coup qui vont avoir ces effets-là pour les générations suivantes. Et donc, au fur et à mesure du développement de son œuvre, Jung va aller de plus en plus dans cette idée-là, dans cette idée un peu mystique, et il va franchir même certains caps en proposant une deuxième notion là, qui est celle de synchronicité. Alors, qu'est-ce que c'est que la synchronicité ? C'est cette idée, en fait, c'est un peu la coïncidence, c'est-à-dire que vous pensez à quelque chose, et il y a quelque chose qui advient dans la réalité. Et pour lui, il y a comme une espèce de télescopage entre la réalité psychologique et la réalité matérielle, d'une certaine façon. Et donc, il va s'intéresser à la télépathie, aux manifestations fantomatiques, ce genre de choses. Et donc, il s'intéresse à ces notions-là, notamment chez certains de ses patients, avec la symétrie ou correspondance entre ce que vit et éprouve un individu et des événements de la réalité concrète. Plus précisément, les synchronicités renvoient dès lors pour Jung et ceux qui ont prolongé sa pensée à des coïncidences qui frappent l'individu comme profondément porteuses de sens. Donc, vous voyez un petit peu la question que ça vient poser, en tout cas, c'est-à-dire c'est la question de la rationalité, d'une certaine façon, quand il introduit ce genre de notion. C'est-à-dire, quelle est la causalité réelle qui existe entre l'événement extérieur et puis sa représentation psychologique et psychique, d'une certaine façon. Et donc, on va dire qu'aujourd'hui, ces notions-là, elles sont considérées comme parascientifiques. Voilà, c'est ce qu'il a introduit par rapport à ça, ça peut correspondre à ça. Bon. Alors, dans cette notion de synchronicité, il va départager un certain nombre de points. Alors, il y a un certain nombre de cas, notamment 3 cas. Le premier cas, c'est le cas de ce qu'on appelle la coïncidence. C'est-à-dire, je vous le disais, je vous donnais l'exemple tout à l'heure avec Freud, c'est-à-dire on est en train de parler de quelque chose et cette chose arrive dans la réalité. Et donc, est-ce que c'est une simple coïncidence, du hasard, ou alors est-ce qu'il y a une vraie causalité entre les deux ? Bon, aujourd'hui, les recherches dans le domaine de la probabilité ou justement en psychologie montrent que ça serait plutôt une espèce de recréation dans l'après-coup et pas forcément quelque chose qui est réel, quoi. Alors le deuxième cas, c'est tout ce qui concerne le domaine de la télépathie, de la clairvoyance. C'est les deuxièmes cas qu'il évoque sur la synchronicité. Et puis le troisième cas qu'il évoque, c'est le cas des prédictions de la précognition. Vous savez, on voit toujours ça dans la presse, c'est-à-dire des gens qui ont pensé qu'il allait arriver un événement et cet événement se passe réellement, quoi. Et donc, pour Jung, il y a quelque chose de quasiment de concordance, c'est-à-dire que c'est vraiment un phénomène presque réel, quoi. Enfin, et pas un phénomène de probabilité, c'est-à-dire je pense que ça va arriver et puis il y a une chance sur 100 et c'est cette fois-ci ça arrive vraiment, quoi. Alors, voilà un petit peu ces notions-là. Alors, juste pour revenir un peu là-dessus, vous voyez que ce qui est intéressant, je trouve, c'est la raison pour laquelle je voulais revenir un petit peu sur Jung aujourd'hui, c'est qu'il a il a des intuitions assez intéressantes qui préfigurent quelques notions actuelles, et en même temps, il a une façon peut-être de les comprendre qui est
un peu comme ça, presque religieuse et mystique. Et ce qui est aussi intéressant, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir comment son travail a été repris dans d'autres domaines, et notamment dans tout ce que la psychologie du développement, enfin le développement personnel, avec cette idée qu'il est vraiment un auteur qui est beaucoup repris dans ces travaux-là, et en même temps qui interroge peut-être la façon dont on se saisit de sa pensée, et notamment de la rationalité ou pas de sa pensée. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur Jung. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, et puis je reste disponible pour des questions. Merci beaucoup. Merci infiniment de ce très très bel exposé, très intéressant, qui nous a beaucoup enrichi. Alors je suppose qu'il y a aussi beaucoup de questions. La première est toujours la plus difficile. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander si, puisque vous avez parlé de synchronicité, si Carl Jung avait également travaillé ou abordé la notion de sérendipité. Pas à ma connaissance. Il s'intéressait vraiment à tous les phénomènes paranormaux, mais en fait, il était vraiment à la fin de sa vie très attaché à tous ces phénomènes-là. Et donc, il va, notamment quand vous lisez ses œuvres mystiques, c'est quelque chose sur lequel il s'attache énormément, quoi. Mais du coup, pas à ma connaissance, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Merci. J'aurais juste deux petites questions sur le terme de synchronicité. Est-ce que c'était pas un mot précurseur qu'on parle aujourd'hui du champ quantique? Et ma deuxième question, c'est les profils aujourd'hui qu'on parle MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Est-ce que donc c'est mère et fille, je crois, qui ont travaillé sur ces notions-là? Est-ce qu'elles n'ont pas repris les travaux justement de Jung sur les profiling? Voilà. Merci. Alors, oui, c'est une bonne. Enfin, merci pour la question sur la question des champs quantiques, c'est-à-dire que c'est là où ça porte en tout cas à réflexion, je trouve, les travaux de Jung, c'est-à-dire que dans le domaine de la psychologie, il y a toujours cette question, comme c'est une science pour laquelle il est parfois difficile de montrer les effets très concrets, comme des sciences plus matérielles, j'allais dire, des sciences plus exactes. Il y a toujours cette question de la frontière entre ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas, d'une certaine façon. Et c'est là où je trouve que Jung est intéressant, c'est-à-dire qu'il est entre ces deux eaux. À certains moments, il est du côté de la rationalité, et à certains autres moments, il a des espèces de court-circuitage, j'allais dire presque logiques. En tout cas, c'est mon point de vue sur certaines notions. C'est-à-dire que c'est ce que vous évoquez sur le champ quantique, c'est assez intéressant, c'est-à-dire l'apport en fait de la physique quantique dans le champ de la psychologie, il est très intéressant, et en même temps, c'est pas les mêmes champs épistémologiques. Donc, de passer d'un champ comme ça à un autre pose de vraies questions sur le plan scientifique. Et donc, comment montrer, par exemple, que la synchronicité, par exemple, est réelle? Alors, lui, il l'utilisait d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'en fait, il l'utilisait dans ses thérapies comme des espèces de thérapies de choc, c'est-à-dire en fait, comme si le contenu psychique des patients était réel d'une certaine façon, mais ça pose effectivement un certain nombre de questions, quoi. Alors, c'est pour ça que je suis assez critique par rapport à ça, même si ça a ouvert des choses qui sont assez intéressantes, plutôt sur la notion d'inconscient collectif, mais c'est plutôt là-dessus que ça pose question. Et sur votre deuxième question, oui, tout à fait. En fait, il est vraiment un des précurseurs, je vous dis, de tout le champ de la psychologie, de la personnalité, et il est beaucoup repris par toutes les personnes qui ont travaillé ensuite en entreprise sur la question des profils psychologiques. Ça, c'est vraiment un des
un des premiers auteurs qui a travaillé sur ces notions-là. Oui. Vous avez un micro là. Appuyez sur le bouton. Appuyez sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton. Ah. Oui, on m'entend. Très bien. Est-ce que vous avez un éclairage particulier sur les écoles je pense, pour initier la comparaison, je pense à Freud et l'école juive. Pratiquement tous les disciples de Freud pratiquement sont juifs. Oui. Et Jung est plutôt dans l'école protestante. Oui. Est-ce que vous y voyez, vous, une opposition formelle? Parce que, je dirais, il y a une tendance aux États-Unis à être plutôt dans la tendance jungienne, puisque c'est l'éthique protestante, et alors que dans le monde entier, c'est plutôt la tradition freudienne, plutôt cette tendance-là qui semble l'importer. Vous avez sans doute un éclairage là-dessus. Oui. Alors, en tout cas, ça serait en gros la question de l'impact en fonction justement de la pensée religieuse. Ce qui est certain, c'est que au début de la psychanalyse, effectivement, quasiment tous les disciples de Freud étaient juifs. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Freud s'est rapproché considérablement de Jung, pour deux raisons. Pour trois raisons. Il y avait vraiment un intérêt d'échange intellectuel entre eux. La deuxième raison, c'est qu'effectivement Jung était protestant. Et la troisième raison, c'est qu'aussi il avait un poste important en Suisse. Voilà. Donc il était justement, Freud avait dit, il permettra du coup à la psychanalyse de ne pas être une affaire juive. Il avait dit les choses de cette façon-là, et puis en plus dans le contexte de l'époque, c'était quelque chose effectivement d'important pour le développement de la psychanalyse. Alors, sur la question de l'impact après à l'international, oui et non, parce que la psychanalyse a eu un énorme impact aux États-Unis dans les années 50, 60, 70. Enfin, ça a été extrêmement important. J'allais dire presque plus important que, je ne sais pas si plus important qu'en France, mais en tout cas, c'était vraiment l'épistémologie dominante dans le champ de la psychiatrie. Ça a complètement effectivement basculé par la suite, on n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui, mais il y a eu un très très gros impact aussi de la psychanalyse aux États-Unis. Donc je suis pas certain qu'on pourrait, au début je suis tout à fait d'accord avec vous, mais qu'ensuite les choses ne se sont pas forcément organisées de cette façon-là. J'ai l'impression en tout cas. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, pardon. Oui, désolée. Merci pour cette présentation. J'avais deux questions qui ne sont pas complètement des questions, mais qui, je pense, peuvent être aussi des questions. Sur déjà le concept d'individuation, vous n'en avez pas trop parlé, du coup, voilà, j'aurais aimé avoir un peu votre feedback. Et le deuxième point, c'est quand vous parlez de mystique, on peut parler aussi aujourd'hui de spiritualité. Oui. Il a été quand même très influencé par tout ce qui se passe en Orient, en Inde notamment. Oui. Et aujourd'hui, c'est quand même des sujets qui sont, je ne sais pas si c'est dans la bouche de tout le monde, mais en tous les cas, c'est quand même de plus en plus connu. Et du coup, j'ai le sentiment que vous donnez quand même pas tant de crédit à ça en parlant de mystique. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Oui. J'étais un peu surprise parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses, alors, au-delà des synchronicités, il y a quand même pas mal de choses. Il a travaillé sur le Kundalini, c'est des choses qui sont quand même un petit peu dans les mœurs, qui sont moins bizarres que ça a pu l'être dans les années 20, 30. Donc voilà, c'était votre avis là-dessus. Merci. Non, mais... alors sur le concept d'individuation, effectivement, je l'ai pas abordé aujourd'hui. Ça fait partie, pour moi, des éléments qui sont assez intéressants aussi chez Jung. Notamment, ce qui est intéressant dans ce concept d'individuation, c'est qu'il le lie quand même énormément à la question justement collective, de cet inconscient collectif. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Et effectivement, il a été très influencé par ses voyages, notamment en Orient. Enfin, il a par la suite, je l'ai peu évoqué, mais il a pas mal voyagé et donc a été au contact de ces cultures-là. En fait, à la fois, je trouve ça extrêmement intéressant dans les apports que ça pourrait avoir, mais il me semble en tout cas qu'il en fait des fois un usage qui pourrait se rapprocher d'une forme d'ésotérisme à certains moments. Mais pas que. C'est là où justement il est intéressant, c'est-à-dire qu'il est
en permanence entre ces deux mouvements-là que j'évoquais au début, c'est-à-dire à la fois un mouvement extrêmement rationnel, enfin, et construit dans son travail. Je le trouve par exemple extrêmement pertinent quand il parle de la clinique. C'est un clinicien hors pair, vraiment, quand il parle des patients, dans la dialectique entre le moi et l'inconscient, c'est vraiment extrêmement brillant. Mais en même temps, effectivement, j'ai l'impression, à certains moments dans son travail, une façon de combler les vides ou les trous théoriques qu'il pourrait y avoir par cette question un petit peu ésotérique, d'une certaine façon. En tout cas, c'est la question, moi, que j'aurais tendance à poser, d'une certaine façon. Voilà. Merci beaucoup. Comme je vois que les questions s'épuisent un petit peu, j'avais envie de rebondir sur quelque chose d'un petit peu ludique, oui, qui va peut-être vous faire sourire, parce qu'on est dans des regards complètement différents. Est-ce que vous avez entendu parler de l'interprétation et de l'analyse de la pensée de Carl Jung par ce groupe, par les artistes du groupe de musique coréen BTS? Non. Alors, c'est amusant parce que c'est un groupe qui a publié une suite d'albums, Map of the Soul, dont le titre est Map of the Soul Persona, et Map of the Soul 7, dans lequel ils présentent leur propre interprétation des travaux de Carl Jung, et ce que ça signifie pour eux en tant qu'artistes, le persona, le shadow, l'ego. Ouais. Et c'est assez complet et ma foi ça peut être assez amusant. C'est BTS, c'est ça? BTS, d'accord. Alors pour info, nous avons été les premiers parce que nous sommes jumelés avec un quartier de Séoul qui s'appelle Goro. Nous avons été un des premiers à faire introduire en France, c'est pas pompeux ce que je dis là, mais c'est vrai, le K-pop. Des groupes de K-pop qui sont venus à Issy-les-Moulineaux, etc. Et d'ailleurs, on devrait en avoir l'année prochaine aussi, mais je ne vous dis rien, on verra le programme. Mais pas BTS, hein. Ils sont trop chers. On n'est pas à Boulogne ici. Merci. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, de toute façon, on pourra toujours continuer au cours du verre de l'amitié qu'on vous propose effectivement là-haut au Salon Élysée. Merci infiniment. Merci. Merci infiniment pour cette soirée. Moi, vous allez me donner 2 devoirs parce que je vais retravailler un petit peu plus sur l'inconscient collectif ces prochaines semaines. Merci à vous. On vous donne rendez-vous évidemment le mois prochain. Merci à vous d'avoir été présents et merci surtout beaucoup à vous pour tous les éclairages que vous nous avez fait ce soir. Et merci. Je voudrais remercier aussi le service de la culture qui nous a organisé cette soirée. Évidemment, merci aussi à Corinne. Merci beaucoup. Merci.